Bonjour, mesdames, messieurs. Imaginez que ce soir, vous ayez un rendez-vous pour un dîner avec une personne qui vous est totalement inconnue. Ça peut être un dîner galant ou professionnel. Deux situations peuvent survenir. La première, la discussion se passe très bien, le dîner est engageant, et vous pouvez entrevoir une collaboration qui sera dans le futur mutuellement fructueuse. Ou, à l'inverse, la chose peut être très ennuyante, vous allez perdre votre soirée, perdre du temps, pire, gaspiller des ressources et de l'argent. Auriez-vous pu éviter cette situation ? Vous auriez pu faire tout d'abord un premier investissement minime qui aurait pris la forme d'un appel téléphonique, simplement pour avoir un bref échange avec la personne, apprendre à la connaître un peu mieux et savoir s'il est nécessaire d'aller plus loin dans la collaboration et donc de se rencontrer et de faire un investissement plus lourd. La logique qui se cache derrière cette petite histoire, elle est connue, c'est la logique d'option. Ceux d'entre vous qui ont suivi des cours de finance ou qui investissent massivement sur les marchés financiers connaissent bien la notion d'option financière. Une option est un outil qui vous donne le droit, mais pas l'obligation de faire un certain nombre d'actes stratégiques à condition d'avoir fait un tout petit premier investissement initial. Cette logique d'option, vous pouvez l'utiliser au quotidien dans des domaines autres que celui des marchés financiers. Dans ce cas, je parlerai d'options réelles. Une option réelle, c'est bien quand le manager a fait un petit investissement et à partir de cet investissement, il peut prendre un certain nombre de décisions stratégiques au niveau de son entreprise. Ces options fonctionnent sur un raisonnement simple, qui est le raisonnement de flexibilité. C'est-à-dire que vous avez fait des investissements, mais ces investissements sont minimes, vous n'avez pas investi des grandes ressources, vous ne vous êtes pas lié à une technologie, vous n'avez pas investi dans une usine que vous devez à tout prix exploiter, mais vous êtes allé à petits pas, chemin faisant. Alors cette stratégie, cette logique d'option réelle, il en existe de toutes sortes. Je vais revenir sur trois modèles, trois catégories très connues des options. Il s'agit tout d'abord des options d'attendre, de l'option de croissance et de l'option d'abandon, qui est trop souvent non employée. Prenons l'exemple de l'option d'attente, le fameux Act and See. Il s'agit simplement de faire un petit investissement et de voir comment les marchés vont se développer, ce qui va intéresser réellement les consommateurs, avant de faire des investissements plus massifs. Je me permettrai de vous donner un exemple. Prenons le cas simplement des investissements énergétiques dans les gaz de schiste. Est-il aujourd'hui raisonnable de faire des investissements qui peuvent être au détriment de notre environnement, alors que nous pouvons encore accéder à de l'énergie à un prix relativement peu onéreux? La même question s'est posée pour des entreprises. Par exemple, Petrobras, l'entreprise pétrolière brésilienne, a refusé ou n'a pas investi dans son fameux développement Deepwater, simplement parce que les risques environnementaux étaient pour l'instant trop élevés par rapport aux gains qu'on pouvait avoir. On attend. Lorsque les prix des énergies augmenteront, un certain nombre d'investissements deviendront alors utiles, faisables. L'autre catégorie d'options, c'est la catégorie des options de croissance. C'est faire un premier investissement et voir comment réagissent les concurrents, voir ce qui plaît ou ne plaît pas aux consommateurs, avant de faire par la suite un investissement plus massif. Commencez par une petite usine avant d'en construire une grande, commencez par former un ou deux de vos employés avant de faire un plan massif de formation autour d'une nouvelle technologie. À nouveau, deux exemples, et qui, je pense, illustreront bien l'idée qu'il ne s'agit absolument pas pour vous d'être toujours le premier à faire l'investissement, et que quelquefois, il peut être plus intéressant d'attendre, de voir les autres, et d'être un deuxième investisseur plus rapide. Qui a inventé l'appareil photo 35 mm ? Vous me répondrez certainement Canon, c'est l'entreprise au monde qui a vendu le plus d'appareils 35 mm. Si vous me permettez l'expression, c'est eux qui ont retiré les marrons du feu. Et pourtant, l'inventeur de cet appareil est une entreprise allemande qui s'appelle Leica. À part certains aficionados de la photographie, personne ne connaît. Est-ce que Procter & Gamble a inventé la couche-culotte jetable ? La réponse est clairement non, et pourtant c'est le leader mondial de ce domaine. Pourquoi ? Ils ont attendu qu'un design dominant émerge avant d'investir massivement dans leur fabrication. Enfin, troisième catégorie d'options, celle qui est le moins employée, l'option de retrait, celle de désinvestir. Il ne s'agit pas toujours de rester sur un marché coûte que coûte. Quelquefois, il peut être intéressant, si le marché n'est pas rentable, de retirer ses billes.
Si Monsieur le Général me permet, je dirais simplement qu'il est quelquefois utile de faire une retraite, panser ses plaies avant de réattaquer le marché. C'est ce qu'a fait par exemple l'entreprise Burger King, qui s'est retirée du marché géographique français il y a un certain nombre d'années, parce qu'il n'était pas rentable, et qui depuis un certain temps revient massivement aujourd'hui avec beaucoup de succès. Quel est l'intérêt de ces outils, de ces options, de ces trois stratégies? L'intérêt est toujours d'attendre et de voir l'obtention de nouvelles informations qui vous permettront de prendre de meilleures décisions, des décisions mieux informées. Encore faut-il maintenant, pour vous, décideurs, dirigeants d'entreprise, que vous soyez en mesure, à partir du moment où vous avez l'information pertinente, de la mettre en application et d'être capable de faire les investissements à ce moment-là. C'est là également que ce type de raisonnement, plutôt des raisonnements comportementalistes, où effectivement la stratégie se fait chemin faisant, donne des résultats bien meilleurs à d'anciens outils financiers comme la valeur actuelle nette. Enfin, on pourrait se poser la question, mais au quotidien, dans la mesure où la stratégie, l'incertitude, vient essentiellement des actes de mes concurrents, dois-je toujours attendre que les autres aient agi et dois-je toujours réagir? La réponse est non. Tel un métronome, tel un chanteur de hip-hop, comme dirait mon collègue Jean-Philippe Denis, vous pouvez donner le rythme. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous mettre d'accord avec vos équipes et de dire « nous avons un certain nombre d'options, nous allons les exercer à un intervalle, à une durée que nous avons définie à l'avance ». C'est une excellente manière pour vous de faire des tests, de rendre votre organisation plus flexible et d'avancer chemin faisant. Alors maintenant, pour répondre à la question qui m'a été posée, est-ce que les outils de management permettent de réduire l'incertitude, de gérer mieux les risques? Et là, vous me direz, monsieur le doyen, pour vous, c'est fort facile, vous êtes entouré de professeurs en économie, et comme l'a répété Olivier Passé en début, les économistes sont très forts pour faire des modèles très compliqués, et moi, je suis effectivement entouré d'économistes qui savent paramétrer tous ces modèles. Si vous, en entreprise, vous devez embaucher 2 docteurs en économie pour être capable de paramétrer votre modèle, la chose n'ira pas. Eh bien, je vous rassure, les facultés d'économie et de gestion, à Strasbourg notamment, mais ailleurs aussi, mélangent économie et gestion. Nous sommes donc aujourd'hui capables de transférer l'ensemble de ces modèles économiques en des outils de gestion compréhensibles que vous pouvez utiliser. Et je terminerai là-dessus. L'un des outils que vous devez utiliser et qui peut incorporer ce raisonnement à base d'options, c'est un outil de pilotage connu, ce sont les tableaux de bord. À une distinction près, c'est que les tableaux de bord ne doivent pas se limiter à des indicateurs purement financiers. Posez-vous la question, dans votre entreprise, quand vous voyez un tableau de bord, n'y a-t-il que des indicateurs qui s'expriment en euros, qu'il s'agisse de coûts ou de bénéfices? S'il n'y a que des euros, vous loupez complètement toute forme d'investissement flexible. Il faut absolument que vous changiez vos tableaux de bord, incorporer des notions de durée, des notions de cycle de vie, afin d'être capable de rendre votre organisation flexible. Je vous remercie.